Bon samedi soir tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Santé sans censure dans un horaire exceptionnel du samedi soir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va aborder une thématique dont vous avez peut-être moins souvent entendu parler. Il s'agit de l'intoxication aux métaux lourds. Alors, mon nom est Chantal-Anne Dumas, je suis naturopathe agréée, également formée en anthropologie médicale. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente toutes les semaines un sujet qui touche la santé globale de manière critique, scientifique et évidemment sans censure. Alors, les métaux lourds, pour vous mettre un peu en contexte, j'ai commencé à m'intéresser à ça, évidemment, comme jeune étudiante en naturopathie il y a une trentaine d'années. On parlait beaucoup à ce moment-là des problèmes associés aux obturations ou au plombage, comme on les appelle communément. Et donc, on nous recommandait fortement de procéder au remplacement de nos fameux plombages par les plombages blancs ou les plombages en porcelaine, comme on les appelle aussi, régulièrement. Donc, on avait tout un protocole à suivre. Certains dentistes holistiques du Québec, qui étaient peut-être un peu avant-gardistes, nous proposaient évidemment toute une série d'interventions et j'avais procédé à cette époque au remplacement de mes plombages et il y avait eu un impact considérable au niveau de ma santé. Donc déjà, je m'intéressais à la question des métaux lourds et finalement, ça a été durant la période où j'avais ma clinique dans Westmount, je m'étais joint à deux pharmaciens qui avaient démarré donc une clinique où on avait un volet spécialisé dans l'autisme et j'avais joint un regroupement de praticiens en santé qu'on appelait à l'époque le Autism Research Institute. Donc, c'était un petit peu un think tank où on se retrouvait quelques centaines de praticiens du Canada, des États-Unis, de l'Europe, une fois par année pour échanger ce qu'on avait découvert sur l'autisme parce que, évidemment, dans nos formations, on apprenait que les enfants autistes c'était 1 sur 10 000, que ce soit un problème relié avec la mère. Et là, dans nos pratiques, on commençait à voir que c'était 1 sur 68, après ça 1 sur 42, après ça 1 sur 39. Donc, évidemment, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans le narratif qu'on nous avait enseigné et on a commencé à partager nos informations. C'est à l'époque où vous vous rappelez peut-être de tout ce qui est arrivé au docteur Wakefield, qui est souvent incriminé comme étant le poster boy des non-vax parce que lui était en fait un gastro-entérologue anglais de l'Angleterre, éminent, très connu, très apprécié. Mais un jour, il a commencé à remarquer justement dans ce taux croissant d'autisme que les enfants qu'il rencontrait, étant donné que lui était gastro-entérologue, avaient des perturbations très, très, très importantes au niveau de leur tube digestif, de leur microbiote. C'était au début des premières années là, où on a vraiment commencé à s'intéresser à cette question, donc du microbiote de notre flore intestinale qu'on appelait à cette époque. Et évidemment, parce qu'il a osé émettre une hypothèse d'un lien possible, tout ce qu'il avait dit, c'est qu'il remarquait cela et qu'il vaudrait la peine d'investiguer s'il y avait une relation donc entre les vaccins parce qu'il remarquait que très souvent, les problèmes du spectre autiste apparaissaient suite à la deuxième injection du vaccin RRO et qu'il semblait avoir un lien avec aussi la perturbation du microbiote, donc des bonnes bactéries qui peuplent notre intestin. Donc, il a connu toute une campagne de salissage. À ce jour, régulièrement, même durant la pandémie, on a cité son nom. Encore une fois, on l'accuse de tous les maux. Entre-temps, il a été complètement absolu en Angleterre, mais de ça, on ne parle jamais. On va toujours vous citer des études qu'il avait mises de l'avant où il émettait ce lien possible. On l'a accusé de fraude et de tout ce que vous voulez, parce qu'on doit savoir que les vaccins et le cancer sont les deux industries vaches à lait de Big Pharma auxquelles on ne doit jamais s'attaquer sous aucun angle, sous peine justement de voir affronter le sort qui a touché le docteur Wakefield.
Alors, Wakefield avait pourtant vraiment raison, on le sait de plus en plus parce qu'on voit que, par exemple, la présence de métaux lourds qu'on va retrouver en raison, par exemple, du mercure qu'on va consommer via notre alimentation, du plomb qu'on va retrouver, par exemple, dans l'eau potable en raison des fuites des tuyaux d'alimentation en eau potable. Il y a différentes sources d'intoxication aux métaux lourds qu'on va voir plus loin, mais on sait maintenant que lorsqu'il y a des métaux dans notre organisme, ça a un impact sur notre microbiote. Et c'est facile à comprendre parce que les minéraux sont essentiels à la survie des bonnes bactéries dans notre corps. Un exemple très bien connu, c'est celui, par exemple, du fer. On sait que pour se reproduire, les bactéries et les virus ont besoin de fer. Et c'est pour ça que dans plusieurs maladies chroniques, comme par exemple durant les cancers, on va remarquer qu'il y a une anémie, il y a une réduction du taux de fer au niveau des tests sanguins, tout simplement parce que le fer est retenu à l'intérieur des virus et des bactéries ou des cellules cancéreuses qui l'utilisent pour, pour se propager. Alors, en réalité, on sait que les minéraux sont nécessaires. La même chose, on a beaucoup parlé de certains protocoles durant la pandémie qui avaient recours au zinc et on parlait du zinc comme étant ionophore, donc une substance qui permet d'incorporer des éléments essentiels à l'intérieur des cellules et encore là de permettre soit leur éradication ou leur propagation. Alors, on sait que les minéraux comme le mercure, qui sont considérés comme des métaux lourds, et des minéraux essentiels comme le zinc, comme le fer, vont avoir un impact sur nos bonnes bactéries, sur notre microbiote et aussi sur notre système immunitaire. Donc, il y avait totalement raison de noter une corrélation entre des symptômes de spectrotisme et des perturbations du microbiote. J'ai moi-même accompagné environ 300 familles avec des enfants sur le spectrotisme et dans tous les cas, on trouvait des perturbations du microbiote, euh, souvent qui avaient été associées à des injections, mais des fois aussi à la prise de certains antibiotiques parce que en détruisant certaines bactéries de notre tube digestif, certains minéraux sont relâchés. Lorsque des levures, par exemple, comme le candida albicans, vont proliférer, les levures vont agir comme scavengers, c'est-à-dire qu'elles vont ramasser des minéraux comme le fer, mais aussi des métaux lourds comme le mercure, comme le plomb. Alors, lorsqu'on a des interventions comme la prise d'un antibiotique qui va perturber le microbiote, certains métaux, certains minéraux vont être relâchés lorsque les bactéries qui les retenaient ou les levures meurent. Alors, ce relâchement va créer un déséquilibre au niveau des minéraux et des différents micro-organismes présents dans notre tube digestif. Alors, il y a vraiment des liens qu'on observe. Et un autre point très particulier que j'avais appris dans mes formations avec l'Autism Research Institute aux États-Unis, c'était que une des raisons pour lesquelles on s'était intéressé aux liens entre l'autisme, les métaux lourds et les vaccins, c'est qu'évidemment, plusieurs métaux lourds sont présents dans les vaccins parce que on utilise des substances comme le mercure pour atténuer certains virus. Ils agissent d'une certaine façon comme des agents de conservation. Maintenant, on a changé beaucoup pour le thymrosal, mais le thymrosal contient de l'aluminium. Donc, c'est vraiment problématique cette question des vaccins en raison de la présence des métaux lourds. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on teste un métal, par exemple, dans un vaccin, on va prendre un adulte de poids moyen qui a en général pas de problème de santé connu. Alors déjà, sa capacité à se détoxifier n'est pas la même que celle d'un petit enfant de 2 ans qui a un tout mini foie, qui a peut-être certaines carences nutritionnelles qui affectent sa capacité à se détoxifier. Et l'autre point qu'on ne considère pas, c'est que les toxines, incluant les métaux lourds, ne sont jamais testées en synergie. C'est-à-dire qu'on va tester un vaccin, on va tester un produit chimique, on va tester un métaux lourd. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que ces substances-là s'accumulent dans notre corps parce que le corps n'a pas réellement
assez de moyens pour se détoxifier, vu l'abondance, vu la prépondérance de ces substances dans notre environnement. Alors, il y a un effet qui est cumulatif et il y a un effet qui est synergique. Et certains métaux, lorsqu'on les prend tout seuls, en très petite quantité, ils vont avoir quand même un effet néfaste, mais très souvent, la problématique, c'est l'accumulation ou la bioaccumulation de ces métaux et la synergie de ces métaux entre eux. Mais ça, ce n'est jamais testé, un peu comme pour la plupart des produits chimiques et comme la plupart des médicaments, malheureusement. Donc, on teste un produit à la fois sur un adulte, un homme en général de 170 livres en bonne santé. Mais évidemment, si on est une petite femme, si on est un enfant, si on a des petits organes de détoxification, si on a certaines variations génétiques, les polymorphismes dont je vous parle tout le temps, qu'on peut tester dans des tests comme Love My Health, on peut aller voir la capacité à détoxifier des substances chimiques, incluant des métaux lourds. Alors, ce qu'on va très souvent retrouver, entre autres, par exemple, chez les enfants autistes, c'est des troubles qu'on appelle de méthylation. Donc, dans cette voie très importante dans notre foie qui permet de détoxifier de nombreuses substances, dont les métaux lourds. Et ce qui va se passer, c'est que ces variations génétiques vont affecter notre capacité à transformer des vitamines comme la B6, comme la B9 ou la B12 dans leur forme bioactive ou leur forme finie qui favorise la méthylation, donc cette voie de neutralisation, d'élimination des métaux lourds. Alors, pratiquement tous les enfants autistes que j'ai suivis avaient des troubles dans cette voie de détoxification qu'on appelle la méthylation en raison de petites variations génétiques qu'on appelle des polymorphismes génétiques qu'on peut facilement tester, mais qui ne sont pas des tests qu'on effectue régulièrement en médecine conventionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver des enfants, dans certains cas, qui vont avoir des réactions à certains vaccins ou à certaines prises d'antibiotiques, mais ce ne sont pas nécessairement tous les enfants qui vont réagir parce qu'on n'est pas tous égaux face à notre capacité à se détoxifier, comme à notre capacité à digérer, comme à notre capacité à gérer le stress. Évidemment, on a tous une individualité biochimique qui est la somme de notre héritage génétique, de nos carences alimentaires, de notre bon mode de vie, de tous les facteurs de santé. Je m'excuse, j'ai des petits problèmes. Vous voyez que je suis régulièrement obligée de toucher mon écran parce que ça disparaît. Alors, soyez patients avec moi. C'est les joies du live quand on n'a pas d'équipe technique. Alors, ce que je disais, c'est que on peut avoir des troubles de méthylation qui sont associés à des carences vitaminiques, qui peuvent être tout simplement des carences reliées au manque dans l'alimentation, reliées à notre capacité d'absorber, par exemple, les vitamines B, ou à notre capacité à les transformer en fonction de prédispositions génétiques qu'on appelle des polymorphismes et qu'on peut tester. Donc, si on n'arrive pas à bien éliminer les métaux auxquels on est tous exposés, vous comprenez que ça va avoir des conséquences sur notre santé. Alors, une des intoxications qu'on voit régulièrement, c'est l'intoxication au mercure. Le mercure, il peut provenir, par exemple, du poisson qu'on consomme, il peut provenir en partie des amalgames dentaires, il peut provenir de différentes substances qu'on va retrouver dans l'environnement, dans nos chaudrons de cuisine. Il y a vraiment différentes possibilités de retrouver une substance comme le mercure présente dans notre organisme en quantité dommageable. Et on doit savoir que dans les métaux comme le mercure est le deuxième métal le plus toxique pour l'humain après l'uranium. Donc, imaginez, c'est extrêmement toxique le mercure et il n'y a pas de dose de mercure sécuritaire. C'est-à-dire que dès qu'on en a, ça cause des problèmes. Alors, les métaux lourds vont causer leur ravage de différentes façons. On a parlé qu'ils vont perturber notre microbiote. Ils vont, par exemple, agir de manière antagoniste avec nos bons minéraux. Par exemple, le plomb est un antagoniste du calcium. Donc, lorsqu'on est intoxiqué au plomb,
on risque d'avoir des troubles au niveau de notre minéralisation, donc possibilité d'ostéopénie, d'ostéoporose, de toutes sortes de troubles en lien avec le métabolisme osseux parce que le plomb, qui a un poids moléculaire semblable à celui du calcium, va chercher à se substituer au calcium et une fois qu'il est incorporé dans notre masse musculo-squelettique, vous comprenez bien que ça va être très, très long et qu'à moins d'effectuer des actions très spécifiques pour se débarrasser du plomb, eh bien, il va rester bien tranquille dans notre masse musculo-squelettique. Je vous ai souvent parlé que le corps a différentes priorités, dont une est de maintenir notre pH sanguin entre 7,35 et 7,45. Donc, il va gérer les minéraux alcalins ou d'autres substances plus acides pour ramener toujours notre équilibre. Alors, une fois que le plomb est installé dans nos os ou que le mercure se retrouve, par exemple, dans le tissu graisseux, le mercure a plus une affinité pour le tissu adipeux, c'est pour ça qu'il est plus dommageable pour le système nerveux. Vous savez qu'on a une gaine de myéline qui est comme une enveloppe de gras autour de notre système nerveux. Le poids sèche de notre cerveau est constitué à 70 de matière grasse aussi. Donc, le mercure va avoir une affinité pour notre système nerveux, pour notre cerveau. Et c'est pour ça que l'intoxication au mercure va souvent être associée à des maladies comme l'Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques. D'ailleurs, il y a des études qui démontrent que souvent ces maladies sont en réalité causées par des métaux lourds. Lorsqu'il y a des autopsies de pratiquer sur des gens qui sont décédés supposément de l'Alzheimer, très souvent, on retrouve du mercure, du plomb dans le cerveau, dans le système nerveux de ces patients, dans des quantités évidemment qui peuvent être problématiques. Alors, je reviens à la question des enfants autistes. Quand on a fait des tests capillaires, donc des tests de cheveux, chez des enfants autistes, au début qu'on a commencé les think tanks du Autism Research Institute pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait, parce qu'il y avait des praticiens qui avaient démontré une corrélation entre l'augmentation du nombre de vaccins et l'augmentation du taux d'autisme. Évidemment, on se faisait dire, ah, c'est juste les critères de diagnostic qui ont changé, mais les changements au niveau des critères de diagnostic ne pouvaient pas justifier cette augmentation phénoménale. Donc, on savait qu'il y avait un lien, mais il fallait comprendre comment. Au travers de ça, il y avait des liens aussi avec l'augmentation du gluten dans l'environnement, la présence du glyphosate, donc des facteurs dont je vous ai aussi souvent parlé, qui fragilisent la paroi intestinale, qui perturbent le microbiote. Donc, il y avait la présence des métaux lourds qui pouvaient expliquer certaines perturbations, la présence du glyphosate, la présence du gluten, et donc on vérifiait tous ces facteurs. Et quand on faisait les tests capillaires chez les enfants autistes, on remarquait que leur taux de mercure dans leurs cheveux était plus bas la plupart du temps que la majorité des autres enfants. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre le rôle de la méthylation dans le foie, le rôle de la sulfation, qui sont donc des voies d'élimination, et à voir que ces enfants-là avaient des petites variations génétiques dans la très grande majorité des cas qui affectaient leur capacité à se détoxifier et donc à détoxifier les métaux lourds. C'est pour ça que d'autres enfants reçoivent les injections, des vaccins et n'ont pas nécessairement de symptômes associés au spectre autiste parce que s'ils arrivent à expulser correctement les métaux comme le mercure de leur organisme, ils vont peut-être être corrects. Mais ça, à moins d'avoir fait des tests génétiques et d'avoir testé toutes les carences possibles, on ne le sait pas nécessairement avant de soumettre des enfants à des vaccinations, quelle sera leur réaction. Souvent, on l'apprend à nos dépens une fois que les dommages sont causés. Et donc, c'est une des caractéristiques qu'on remarquait, c'est que très souvent, les enfants autistes avaient moins de métaux lourds, dont le mercure, dans leurs cheveux que les autres enfants. Et la raison pour laquelle ils en avaient moins, c'est pas qu'ils avaient été moins exposés, c'est que leur capacité à détoxifier ces métaux était affectée. Et donc, au lieu de retrouver le mercure dans les cheveux parce qu'ils avaient réussi à l'excréter, il restait pris dans leur corps. Alors, comment on l'a su? Bien, c'est qu'on a fait d'autres types de tests. On a fait des tests à partir de chélation. Donc, quand on donne des substances comme, par exemple, le DTA,
par voie orale. Aux États-Unis, ils travaillent par voie injectable. Chez nous, au Québec, j'avais beaucoup de difficultés à trouver des infirmières, des médecins qui acceptaient de travailler avec ces protocoles. Donc, on le faisait par voie orale. Et lorsqu'on donne un chélateur, comme le DTA par voie orale, et qu'on fait un test urinaire, on retrouvait à ce moment-là le mercure. Donc, il y avait des grandes quantités de mercure quand on prenait un chélateur pour excréter le mercure. Mais dans leurs cheveux, naturellement, leur petit corps n'arrivait pas à excréter aussi bien les métaux lourds comme le mercure, comme le plomb, que d'autres enfants. Donc, ça l'explique en partie. Évidemment, l'autisme est une maladie multifactorielle, je vais dire une condition multifactorielle parce que régulièrement, on sort des enfants de leur situation. Donc, c'est une condition multifactorielle. L'intoxication à certains métaux lourds est un facteur qu'on retrouvait souvent. Les perturbations au niveau du microbiote, presque tout le temps. Certaines variations génétiques affectant la détox des métaux lourds au niveau de la méthylation, de la sulfation, presque tout le temps aussi. Donc, il y avait un tableau clinique qui était assez récurrent, mais la chose que je dis toujours, c'est que la seule constante au niveau des enfants autistes, c'est l'inconstance, parce que chaque cas est vraiment différent. Donc, c'est l'intérêt d'avoir ce genre de test qui nous permet d'aller valider comment se passe la détox. Est-ce qu'on a des variations génétiques qui font que l'enfant n'est pas capable de transformer certaines vitamines nécessaires à ses voies de détox? Quelle est la quantité de métaux présents via des tests spécialisés? Et donc, c'est comme ça que je me suis vraiment intéressée à la question des métaux lourds. Mais évidemment, une fois qu'on comprend l'importance des minéraux et aussi des métaux lourds dans la santé, eh bien, on ne réserve pas les tests seulement aux enfants sur le spectre autiste et j'ai commencé à tester un peu toute ma clientèle pour me rendre compte que le problème était quand même assez prévalent. Et une des personnes que j'ai testées et pour laquelle j'ai trouvé une intoxication importante, c'est mon propre fils. Alors, à l'époque, mon fils avait un diagnostic d'hyperactivité et je n'avais pas testé les métaux lourds parce que j'avais moi-même procédé à différents protocoles de détox avant même de concevoir mon fils. Je n'avais pas de métaux lourds présents puisque, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà procédé à mes changements d'amalgame. Je n'avais pas d'autres facteurs de risque pour l'intoxication. Donc, je n'avais pas testé mon fils pour les métaux lourds. À un moment donné, je lui donnais beaucoup d'huile de poisson pour calmer son petit système nerveux. C'est souvent un problème chez les enfants qui ont des diagnostics de TDAH ou qui sont sur le spectre autiste. Alors, un chercheur que je connaissais, j'étudiais à McGill à l'époque, et un chercheur que je connaissais m'avait dit, j'aimerais tester ton fils étant donné qu'il n'a pas été vacciné et qu'il reçoit des grandes quantités d'huile de poisson, parce que sa théorie, c'était que même avec les procédés de filtration qu'on a au Canada, aux États-Unis, il y avait quand même la présence de mercure et possiblement d'autres métaux lourds dans les huiles de poisson. Alors, je dis oui avec plaisir. Et il travaillait avec une compagnie de tests pour les métaux lourds. Moi, je travaillais avec Doctors Data, il travaillait avec une autre compagnie. Je dis, alors, ce qu'on va faire, tu vas le tester avec la compagnie que tu utilises pour, il faisait une thèse de doctorat, pour ta thèse de doctorat, et moi, je vais tester avec Doctors Data que j'utilise pour mes autres patients. Et comme ça, on verra si vraiment les labos sont fiables, si on a les mêmes résultats de ton côté que de mon côté. Alors, on a procédé à l'analyse capillaire de mon fils. On a envoyé les échantillons aux deux laboratoires différents et les deux échantillons sont revenus avec un taux d'intoxication au plomb très important. Et là, on s'est dit, mais mon Dieu, d'où provient le plomb? Bon, moi, je regardais même du côté de la céramique sur mon parquet, bon, etc., etc., pour finalement me rendre compte en testant mon eau que mon eau était très, très, très élevée en plomb. J'habitais une maison des années 60 à Montréal et on doit savoir qu'à Montréal, l'eau est testée au point de distribution, mais non pas au point de consommation. Donc, tout le transport de l'eau qui se fait dans cette vieille tuyauterie, eh bien, lorsqu'il y a de l'eau chaude, ça favorise que des vapeurs de mercure, des vapeurs de plomb, de métaux lourds soient relâchées dans l'eau et arrivent à notre point. Vous avez certainement vu dans les années qui ont suivi, ils ont commencé, la Ville de Montréal avait commencé à émettre des avis aux femmes enceintes de ne pas consommer l'eau des robinets, justement, en raison de la présence de plomb. Et c'était une époque, mon fils est rendu à 23 ans, où il ne pouvait pas amener de bouteilles
pour s'apporter de l'eau en classe. Donc, ils buvaient l'eau à la maison, ils buvaient l'eau à l'école. J'ai testé aussi l'eau de l'école pour voir que l'eau était extrêmement élevée en plomb. Donc, on a procédé évidemment à la détoxification du plomb de mon fils et il y a eu une amélioration quand même assez marquée avec les protocoles de détox du plomb. Donc, c'est pour vous dire que ces intoxications sont beaucoup plus fréquentes qu'on les imagine. Un de mes patients, grosse intoxication au mercure, il me dit, mais d'où ça vient? Qu'est-ce qui peut avoir suscité ça? Et en investiguant, on se rend compte qu'il se faisait venir du sushi au bureau 5 jours par semaine. Et le sushi contient beaucoup de thon. Le thon étant un poisson gras, il y a une bioaccumulation très importante du mercure. On doit savoir que les poissons, les gros poissons qui ont consommé, donc des plus petits poissons, accumulent le mercure à chaque fois. C'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. Donc, le plus petit poisson est mangé par le plus gros, il ramasse le mercure, l'autre le mange, ramasse aussi le mercure. Alors, quand ça arrive à des plus gros poissons comme l'espadon, comme le thon, qui ont de la chair grasse abondante, on le dit, le mercure a une affinité pour le gras. Donc, on va retrouver beaucoup de mercure dans ces poissons et dans le sushi, par exemple. Le plomb se retrouve dans plusieurs substances comme la peinture, l'essence au plomb à l'époque. Encore une fois, si vous l'avez dans votre système, ça peut être long pour se détoxifier si on n'entreprend pas de protocole spécifique de détoxification. Alors, encore une fois, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire qu'on ait au plomb. Excuse, je reviens. Alors, c'est important de faire tester si on a des doutes et de procéder, le cas échéant, à de la détoxification efficace. Alors, petite pause là-dessus avant de vous parler des différents métaux, des sources possibles, des symptômes. D'abord, je vous rappelle que pour avoir accès à mes liens de recherche, à mon contenu pour mes émissions, vous pouvez devenir membre au coût de 50 par année. info@naturopathe.ca est mon courriel. Vous me faites tout simplement un virement de 50 Dans la note du virement, vous me mettez votre courriel et votre nom complet pour que je puisse vous ajouter dans la liste. Première chose. Deuxième chose, j'ai un événement sur le système digestif qui va avoir lieu. C'est un masterclass qui va avoir lieu en 2 matinées, en 2 samedis, le 2 mars et le 9 de mars. Alors, un des thèmes abordés va être la détoxification des métaux lourds. Je ne peux pas vous présenter des protocoles dans une émission de divertissement et d'éducation grand public, mais je le fais durant le masterclass parce que je sais à ce moment-là à qui je m'adresse. Vous savez que je vis dans toutes les façons avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc je dois être extrêmement prudente par rapport à l'information que je partage. Alors, si vous pensez avoir été intoxiqué, je vous invite à vous inscrire. Le lien est dans l'entête. Super masterclass de 6 heures, donc 2 matinées de 9 à midi, les 2 et 9 de mars. Et je vais vous parler des bons tests à faire, des bonnes façons de se détoxifier, des aliments à privilégier, etc., dans le cadre de plusieurs aspects de la digestion. Je vous ai fait une émission la semaine dernière sur l'arnaque des médicaments antiacides. Si vous avez besoin d'alternatives aux antiacides, il va y avoir des questions. Si vous avez des maladies inflammatoires de l'intestin, si vous avez été diagnostiqué avec H. pylori, si vous avez des troubles urinaires à répétition, de la constipation, de la diarrhée, ce sont tous des sujets qu'on va aborder dans ce super masterclass en 2 volets. Donc, les 2 et 9 mars prochains, lien dans l'entête, 60 plus taxes pour 6 heures de formation. Si vous n'êtes pas disponible, comme d'habitude, la masterclass est enregistrée. Les gens apprécient beaucoup le format de mes formations parce qu'après, j'envoie un courriel avec le lien pour les enregistrements et les liens pour les beaux documents PDF. À ce moment-là, vous pouvez tout télécharger, conserver les documents de la masterclass et l'écouter quand cela vous convient. Donc, c'est une bonne façon d'encourager mon travail de chercheur indépendante, c'est-à-dire de venir en consultation, d'adhérer à mon membership ou de vous inscrire aux différentes formations que je vous offre qui permettent de développer votre autonomie en santé, mais aussi votre sens critique lorsqu'on vous propose des interventions.
J'en ai une patiente, je vais voir si on pourrait faire une entrevue avec elle dans une émission ultérieure, qui avait été diagnostiquée avec la maladie de Parkinson, avec laquelle on a de très, très, très bons résultats en ce moment. Et je lui avais dit, je pense que tu n'as pas la maladie de Parkinson, je pense que tu as une intoxication aux métaux lourds. Et on a parti sur cette piste, on a testé ces métaux lourds et on est en train d'obtenir un renversement assez impressionnant de sa situation. Donc, c'est ça, développer notre sens critique, c'est qu'on devient beaucoup moins vulnérable et malléable. Quand on souffre, quand on a des symptômes et qu'on pense se remettre aux mains de spécialistes sans trop s'informer, vous savez que euh, c'est pas toujours une bonne idée. Les situations des dernières années vous en ont fait part. Donc, je vous invite vraiment à assister à ce type de masterclass où je vous fournis toute une ribambelle d'outils pour vous autonomiser au niveau de votre santé. Donc, je vous disais que euh, chez les enfants autistes, un des problèmes, c'est qu'ils ont de la difficulté à excréter les métaux lourds. On en retrouve moins dans leurs cheveux, mais quand on les chélate, on les retrouve très présents dans l'urine. On voit des corrélations entre l'augmentation des vaccins et l'augmentation des taux d'autisme. Mais comme je vous dis, il n'y a pas que les vaccins. Il y a le glyphosate, il y a l'augmentation du gluten, l'augmentation de l'utilisation des antibiotiques. Il y a plusieurs facteurs. C'est vraiment une condition multifactorielle et il faut réellement faire un travail de détective pour aller découvrir ce qui est en carence et ce qui est en excès chez chaque enfant. Donc, il ne faut pas juste partir en peur avec mon lèvre et dire ah, c'est sûr que le problème, c'est les vaccins, c'est sûr que le problème, c'est le mercure. Dans plusieurs cas, c'est un des coups de mortier qui finit par faire éclater la statue, mais évidemment, ce n'est pas nécessairement le seul facteur impliqué et il n'est pas toujours un facteur impliqué. C'est vraiment du cas par cas. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a des corrélations. Alors, de la même façon, on peut aller tester quand les gens présentent différents symptômes pour voir si ça a un lien. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ben, si les parents suivent le calendrier vaccinal proposé par les pédiatres au Canada, ben, un enfant, quand il arrive à l'âge adulte, il aurait été soumis à 32 vaccins. Du côté américain, c'est encore pire, c'est environ 70 vaccins lorsqu'on suit le calendrier vaccinal. Et donc, le taux d'autisme est légèrement plus élevé aussi aux États-Unis qu'au Canada. Et il y a un chercheur de l'Université de Winnipeg qui avait démontré qu'en retardant le calendrier vaccinal seulement de 3 mois, donc même pas en réduisant le nombre de vaccins, mais seulement en le retardant, on réduisait le pourcentage d'enfants qui avaient des diagnostics d'autisme. Alors, coïncidence, vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais qu'est-ce que ça en coûte de retarder un calendrier vaccinal? Souvent, quand j'ai deux parents qui ne sont pas d'accord sur la vaccination, c'est ce que je leur suggère. Je leur dis, c'est pas nécessaire de prendre une décision aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire, c'est de faire vos recherches. Je leur suggère des pistes de recherche et je leur dis, réévaluer la situation dans 3 mois ou dans 6 mois. Et si jamais les parents décident de procéder à certains vaccins de manière sélective, c'est-à-dire de ne pas y aller avec les 32 vaccins, mais d'en choisir quelques-uns, ça aura laissé le temps aux petits foies immatures de bébés de grossir un peu. Évidemment, je prépare les petits corps en leur fournissant des vitamines sur leur forme finie au cas où il y ait justement la présence de ces variations génétiques qui affectent la capacité à détoxifier pour réduire les risques. C'est pas parfait, mais lorsque les parents veulent vraiment posséder avec des injections, on essaie de réduire les risques. On peut aussi procéder à des tests comme Love My Health pour voir si ces polymorphismes, ces variations génétiques sont présentes. Évidemment, si une personne ou un enfant a plusieurs de ces variations génétiques qui affectent sa capacité à détoxifier ces métaux lourds, ben, il faut vraiment évaluer comme il faut le bénéfice, risque, parce que qu'est-ce que vous allez vraiment apporter en procédant à ce vaccin versus le risque que vous allez courir. Et donc, peut-être là aussi, favoriser des vaccins qui ont moins de métaux lourds que d'autres. Bref, c'est tous des facteurs d'information qui nous aident à faire des choix éclairés. Donc, parmi les métaux lourds, pourquoi on dit des métaux lourds? Ben, c'est justement parce qu'ils ont cette fâcheuse tendance à se déposer dans notre corps
avoir une affinité, soit pour notre métabolisme osseux ou notre masse adipeuse, et on va avoir de la difficulté à s'en départir. Donc, c'est la définition des métaux lourds et ce sont aussi des minéraux qui sont toxiques même à de très faibles concentrations. Vous parlez par exemple du mercure qui est le deuxième élément le plus toxique après l'uranium. Alors, parmi les autres métaux lourds, on a parlé du mercure, du plomb. Il y a aussi l'arsenic. Vous savez que l'arsenic est un problème, par exemple, dans le poulet, dans le riz. Par exemple, le riz qui est importé d'Asie contient très souvent non seulement des microparticules de plastique, mais aussi de l'arsenic, du plomb. Donc, c'est parmi les sources de contamination fréquentes. Ensuite, le cadmium, l'aluminium, pensez à l'intérieur de certaines boîtes de conserve ou papier d'aluminium, le nickel, l'uranium et le thallium. Alors, selon un rapport publié dans le Scientific World Journal, les métaux toxiques tels que l'arsenic, le cadmium, le plomb et le mercure sont omniprésents, donc ça veut dire qu'on les retrouve partout, n'ont aucun rôle bénéfique dans l'homéostasie humaine, donc l'équilibre de notre système, et contribuent aux maladies chroniques non transmissibles. Donc, c'est bien reconnu, c'est pas juste une histoire de naturopathe, on le sait en médecine officielle. Mais pourquoi en médecine officielle, on ne vous en parle pas? C'est tout simplement parce que les tests qu'on fait ne sont pas adéquats. Je vous parlais que les métaux vont se déposer dans le corps pour que notre corps puisse ramener notre pH sanguin entre 7,35 et 7,45. Alors, si on est exposé, par exemple, vous avez fait un voyage en République dominicaine, vous avez mangé du poisson tous les jours, différents crustacés, et là, vous revenez au Québec et vous allez faire une prise de sang. Vous pouvez retrouver un taux peut-être de mercure élevé dans votre sang parce que on doit comprendre que nos globules rouges, nos érythrocytes, ont un cycle de vie de 90 jours. Donc, les métaux lourds qu'on vient de consommer, si on fait une prise de sang dans les 90 jours, on peut les retrouver au niveau sanguin. Mais si, par exemple, vous avez une accumulation qui date de plusieurs années et que votre corps a stocké maintenant les métaux lourds lorsque vos globules rouges sont morts après 90 jours et que votre corps en a éliminé une partie et en a recyclé une autre, eh bien, les métaux lourds, quand l'érythrocyte, quand le globule rouge va mourir, les métaux lourds vont se déposer dans notre corps. Alors, le plomb, par exemple, dans le système musculo-squelettique, le mercure dans le système nerveux. Et donc, maintenant, dans la prise de sang, on ne verra plus le métal, comprenez-vous? Donc, en médecine conventionnelle, ils ne sont pas bien équipés avec leur prise de sang pour tester les métaux lourds, à moins que l'intoxication soit récente ou continuelle. Mais si c'est une exposition qui date de 2, 3, 5, 10 ans, par exemple, vous testez un enfant de 6 ans pour les vaccins qu'il a reçus de 0 à 4 ans, bien, dans son sang, vous n'allez probablement pas trouver son mercure. Vous risquez de ne pas le trouver dans ses cheveux non plus s'il a un trouble de méthylation, dans quel cas il faudrait lui donner un agent de chélation comme le DTA pour voir qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de son urine. Donc, c'est une des raisons pourquoi on n'en parle pas en médecine conventionnelle. On va en parler dans le cadre d'intoxication professionnelle. Par exemple, on sait que les soudeurs peuvent avoir une intoxication au plomb. Donc, si un soudeur arrive avec les signes d'une intoxication au plomb, peut-être qu'on va penser de tester. Et donc, en principe, ça veut dire que lui est encore exposé au plomb. Alors, c'est possible qu'au niveau sanguin, on le trouve. Mais c'est juste une partie de la réponse, un peu comme je vous expliquais qu'on ne peut pas tester les minéraux au niveau du sang de manière efficace parce que le calcium, le magnésium sont à 98-99% dans nos os, dans notre tissu musculaire. Alors, on ne le retrouve pas. On ne trouve pas ces minéraux au niveau sanguin. Et il y a des relations inversement proportionnelles. Par exemple, très souvent dans les cas de cancer, les médecins vont dire à mes patients de réduire la consommation de suppléments de calcium parce que leur urine est très alcaline, parce qu'il y a beaucoup de calcium dans leur urine. Alors, les médecins savent que mes patients voient une naturopathe et pensent que c'est parce qu'on leur donne trop de suppléments de calcium. Mais en fait, ce qu'on voit dans l'urine, c'est le calcium qui a été excrété parce que lorsque le corps est très acidifié, le cancer évolue toujours dans un terrain très acide, eh bien, le corps veut neutraliser l'acide en allant chercher les minéraux alcalins
dont le calcium, dont le magnésium, pour tamponner les acides, ramener le pH à 7,35, 7,45, et maintenant, le calcium et le magnésium vont se retrouver au niveau urinaire. Donc, s'il est dans l'urine ou s'il est dans les cheveux, ça veut dire qu'il n'est pas dans notre corps, comprenez-vous? Alors, ce n'est pas des bonnes façons d'évaluer la quantité de calcium ou de magnésium présent. Il faut comprendre notre biochimie. On ne peut pas juste se fier à un marqueur sur un test. Il faut comprendre le métabolisme des minéraux, il faut comprendre le métabolisme des métaux lourds. Alors, par exemple, les minéraux pourraient se retrouver dans l'urine parce qu'il y a des métaux lourds de présent. Je vous expliquais tantôt que le plomb est un antagoniste du calcium. Si quelqu'un a beaucoup de calcium dans son urine et que son organisme n'est pas particulièrement acidifié, c'est probablement parce qu'il y a du plomb qui occupe les endroits et donc maintenant le calcium ne peut pas aller se fixer. Alors, il faut comprendre ce qu'on fait et c'est pour ça quand les gens me disent « C'est-tu bon, ce produit-là? » Je ne peux pas répondre à des choses comme ça parce que vous voyez la complexité de la chose. On ne peut pas juste aller avec un résultat. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe chez ce patient-là et il faut réellement aller tester pour aller voir est-ce qu'il y a des variations génétiques, est-ce qu'il y a des carences nutritives qui affectent la capacité à se détoxifier, quelles sont les sources possibles d'intoxication. On a parlé des vaccins. Moi, quand je fais l'anamnèse dans le questionnaire de 17 pages, qui est un questionnaire de 32 pages pour les enfants, eh bien, on va voir tout ça. Et là, sur la quantité de vaccins, on peut calculer quelle est la quantité de mercure, par exemple, à laquelle l'enfant a été exposé. Donc, les métaux lourds sont présents dans notre environnement. Ils s'accumulent dans notre corps. On n'a pas vraiment de moyen de les éliminer complètement. Il faut connaître les sources, évidemment, mais après ça, il faut tester régulièrement et procéder de façon régulière aussi à des cures de détox qui sont axées sur les métaux lourds. Encore là, si vous n'avez pas testé quels métaux lourds sont présents, on ne peut pas juste dire on va gélater des métaux lourds. On n'excrète pas un minéral de la même façon que l'autre. Il faut s'assurer que les reins soient en bon état pour supporter une détox plus accrue des métaux lourds. Donc, ce soir, je ne veux pas rentrer dans les protocoles parce que, comme je vous dis, je ne peux pas faire ça dans une émission de grand public, mais je veux surtout vous sensibiliser à l'importance des intoxications et la prévalence des intoxications aux métaux lourds pour vous alerter et que vous entrepreniez une démarche le cas échéant. Donc, la toxicité des métaux lourds peut endommager ou réduire les fonctions mentales et nerveuses. On comprend bien puisqu'on a dit que ça peut se loger dans notre système nerveux, ça peut se loger aussi dans nos organes vitaux tels que le foie, le cœur, les glandes endocrines et les reins. Ils peuvent contribuer au processus dégénératif physique, musculaire et neurologique. Ils peuvent imiter, je vous ai parlé de Parkinson chez ma patiente, mais d'autres maladies comme l'Alzheimer et la sclérose en plaques. Et l'autre problème aussi, c'est que beaucoup des symptômes associés à la présence des métaux lourds imitent des symptômes associés au vieillissement. Vous savez que moi, je n'achète pas ce portail culturel qui est le vieillissement. Très souvent, je vous ai parlé de l'arnaque des antiacides la semaine dernière. Évidemment, quand les gens consomment des médicaments antiacides ou des inhibiteurs de pompe à protons, Zantac, Tagamet, les TOMS, les Prévacid, les Pepto-Bismol de ce monde, ça bloque l'absorption des minéraux. Si vous n'absorbez pas vos minéraux, vous laissez la porte libre aussi à l'intoxication aux métaux lourds parce que maintenant, ils n'auront pas d'antagonistes. Donc, très souvent, ce qu'on va dire qui sont des symptômes associés au vieillissement, c'est dû au fait que les gens consomment ce genre de médicaments et des médicaments contre le cholestérol qui vont affecter la capacité à absorber les gras, à absorber les protéines, à absorber les minéraux. Et là, il va y avoir toutes sortes de symptômes qui vont découler de ça. Puis on va dire, ben, c'est parce que la personne vieillit, au lieu de voir que ces symptômes sont en réalité des symptômes listés dans les effets secondaires de ces médicaments. Mais malheureusement, on est mené par Big Pharma qui nous parle des pseudo-bienfaits et de la prévention via la prise de médicaments et non pas via l'alimentation, les changements au mode de vie et nous mettre au courant de ces fameux effets secondaires. Sinon, les gens feraient plus d'efforts peut-être pour se prendre en main. Alors, dans ces symptômes associés au vieillissement que je vous mentionnais, on retrouve par exemple les symptômes reliés à la mémoire, au système cognitif, par exemple la vision, la peau,
Plusieurs de ces cancers aussi reliés à ces organes sont en réalité reliés à l'intoxication aux métaux lourds, aussi les cancers du sein, du pancréas, de l'endomètre. J'ai vu assez régulièrement des intoxications au plomb associées avec le cancer du sein. Dans certains cas, des femmes qui avaient travaillé avec des matériaux de photographie. C'est une des sources d'intoxication quand ils faisaient du développement en laboratoire. Bref, il y a plusieurs possibilité d'avoir été intoxiqué. Alors, je vais vous parler maintenant des différents endroits ou des différentes sources d'intoxication. Je vous en ai nommé quelques-unes. Je vais en ajouter d'autres. Donc, par exemple, au niveau du mercure, on parle des polluants environnementaux tels que les gaz d'échappement, la pollution de l'air, les contaminants alimentaires, la fumée de cigarette. Fumée de cigarette, une autre source importante de différents métaux lourds, dont le cadmium, dont le plomb. Les radiations, les obturations dentaires dont on a parlé, qui vont laisser le mercure s'échapper progressivement au fil des ans dans notre bouche. Selon l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, la façon la plus courante d'être exposé au mercure aux États-Unis est la consommation de poissons. Donc, je vous en ai parlé. Vous pouvez consommer du poisson, mais il faut le consommer de manière occasionnelle et opter pour les plus petits poissons, comme par exemple les sardines. Éviter les gros poissons comme le thon, qui ont beaucoup de tissus adipeux. Ensuite, un régime alimentaire qui comprend beaucoup d'aliments transformés, importés des pays étrangers. On a parlé des pays asiatiques, par exemple, et non issus de l'agriculture biologique. Le fait de boire de l'eau contaminée comme le plomb à Montréal ou le fluor dans encore 4 municipalités du Québec. Je vais vous faire une émission sur le fluor aussi très bientôt. La transmission in utero de la mère à sa progéniture, évidemment, je vous parle souvent de cette étude qui avait été faite par le Environmental Working Group aux États-Unis il y a déjà une quinzaine d'années où on avait vu que les bébés naissant dans leur cordon ombilical ou cordon ombilical présentaient plus de 300 substances toxiques, dont plusieurs métaux lourds, dont plusieurs substances cancérigènes. Alors, c'est une source d'intoxication. Si on ne procède pas à une détox avant de concevoir un bébé, on va transmettre in utero, mais aussi via l'allaitement. D'ailleurs, les premiers enfants reçoivent toujours plus de métaux lourds et souvent dans une famille où il y a des enfants sur le spectre autiste, c'est souvent l'aîné de la famille qui va être touché. Donc aussi qui a reçu plus de métaux lourds. L'exposition des substances ménagères telles que les adhésifs, les filtres de climatisation, certains cosmétiques contiennent des métaux lourds, les assouplissants, les feutres, les cires et les cires à plancher, le talc, les poudres pour bébé, hein, scandale dans les dernières années, entre autres Johnson & Johnson, qui contient le talc, la poudre pour bébé qui contient du plomb. Les tatouages sont une autre source d'intoxication aux métaux lourds. Évidemment, vous avez un petit papillon sur la cheville, c'est probablement correct, mais si vous êtes bourré de tatous, il y a une possibilité d'intoxication aux métaux lourds. Donc, ça vaudrait la peine de vous tester. Ensuite, pour le plomb, bon, certains chocolats, encore là, dans des produits importés, les aliments en conserve, les dentifrices, les vieilles peintures, les insecticides, la céramique et certaines poteries et les tuyaux soudés comme ceux de la ville de Montréal. Évidemment aussi, faire attention si vous consommez, par exemple, vous avez un bol de céramique fait à la main. Des fois, ces produits contiennent du plomb. Si c'est votre bol pour prendre votre petit lait chaud ou votre café, peut-être vérifier qu'il ne contient pas de plomb. Ensuite, les antisudorifiques, les antiacides, les fameux médicaments antiacides contiennent souvent de l'aluminium. Le papier d'aluminium comme tel, certaines casseroles et poêles en métal, les couverts en acier inoxydable, les pièces de monnaie, certains produits de maquillage. Je rajouterai à ça aussi certaines prothèses qui sont installées dans le corps, certaines broches. J'ai des enfants que j'avais testés pour les métaux lourds qui se font installer des broches dans le processus et qu'on retrouve ensuite plus de métaux lourds en raison des broches. Le dentifrice Sensodine contient différents métaux lourds aussi. Donc, il y a vraiment toutes sortes de sources qu'on peut trouver. Alors, une fois qu'on teste, si on trouve une intoxication,
on cherche les sources possibles de ces intoxications. Alors, comment on s'intoxique? Bien, c'est assez simple. On a ingéré, soit à travers la nourriture, soit à travers nos casseroles, soit à travers l'eau potable, des métaux lourds qui vont être ensuite stockés, comme on l'a dit, dans notre corps. Et à moins qu'on entreprenne des actions spécifiques, ça peut rester là très longtemps et à notre insu. Parfois, quand les gens vont avoir une perte de poids rapide et importante, ils vont avoir beaucoup de symptômes de toxicité. Et c'est souvent parce que lorsque les adipocytes, les cellules donc adipeuses, vont rapetisser au moment où on perd le poids et vont relâcher des métaux lourds comme le mercure. Et donc, la personne temporairement a plus de mercure en circulation. Donc, c'est parfois des situations assez intéressantes. Même chose, j'ai déjà vu une intoxication aux pesticides et ça s'est manifesté lorsque la personne a perdu du poids parce que c'était stocké dans son tissu adipeux. Alors, au niveau des signes qu'on peut remarquer, bon, tout ce qui a trait avec le système nerveux central, irritabilité, fatigue, changement de comportement, hyperactivité, tremblement, maux de tête, problèmes d'audition, dont par exemple certains types d'acouphènes, évidemment pas tous les acouphènes, mais dans certains cas, des lésions cutanées, de la perte cognitive. Ça, c'est surtout en lien avec le mercure, mais la fatigue chronique, maintenant en lien avec tous les métaux lourds, fatigue chronique, maladie auto-immune, incluant la maladie de Lyme, mauvaise récupération après l'exercice, faiblesse, irritation de la peau, les troubles neurologiques de tout genre, le brouillard cérébral, difficulté à se concentrer, difficulté d'apprentissage, mauvaise mémoire, dépression, bipolarité ou anxiété, démence, insomnie, problèmes digestifs tels que syndrome du côlon irritable, maux et douleurs chroniques tels que ceux associés à la fibromyalgie, des tremblements, altération du contrôle moteur, de l'ouïe, de la parole, de la vision et de la démarche, l'anémie et des risques plus élevés de crise cardiaque. Ben oui, parce que vous savez que le système cardiovasculaire fonctionne avec l'entrée-sortie de minéraux tels que magnésium, calcium, sodium, potassium. Donc, s'il y a des métaux lourds qui viennent interférer avec la transmission de l'influx cardiaque ou de l'influx nerveux, vous comprenez que ça peut avoir des conséquences très graves. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on a un doute? Eh bien, il va falloir se faire tester. Si votre intoxication, vous croyez qu'elle est récente ou qu'elle est continuelle, par exemple, vous êtes soudeur, vous pouvez demander à votre médecin de passer un test de sang. Et sinon, on procède à des tests, par exemple l'analyse capillaire ou encore des tests avec chélation au niveau de l'urine. Idéalement, c'est de faire les 3 tests. Il y a des laboratoires qui proposent ce genre de tests. Ensuite, ben, si on trouve des métaux lourds, il faut évidemment, dans un premier temps, tarir la source, enlever ça de notre environnement et ensuite procéder à des protocoles de détoxification qui sont différents en fonction de différents facteurs, par exemple de votre capacité à vous détoxifier en fonction de la génétique, en fonction de quel type de métal est présent, en fonction de la capacité de vos reins qu'on peut tester avec des tests comme, par exemple, la créatinine au niveau urinaire. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour s'assurer que le tout va se faire de manière harmonieuse et que vous allez prendre les bons produits ciblés au niveau des suppléments, au niveau de l'alimentation également, des bonnes pratiques comme par exemple se soumettre au sauna à infrarouge. C'est une très bonne façon d'aider la détoxification des métaux lourds. Évidemment, il faut identifier quel métal pour s'assurer que vous ne continuez pas à être intoxiqué et supporter les voies de détox, autant au niveau du foie, donc la méthylation, la sulfation, qu'au niveau des reins, au niveau de la peau avec les brossages de peau. Et évidemment, quand on procède à des détox régulières, vous savez qu'en avril, on va relancer le défi détox. Si vous n'avez pas déjà participé, je vous invite à vous joindre. Si vous avez participé, vous savez que vous allez avoir le tarif à 50 de rabais pour revenir faire la détox avec nous. Et donc, même si vous n'avez pas procédé au test, si vous n'avez pas identifié certains minéraux spécifiques, c'est sûr que le fait de procéder à la détox et d'incorporer les suppléments ciblés que je vous propose favorise la détox au niveau du foie et au niveau des reins. Et donc, il y a des minéraux, il y a des métaux qui vont sortir. Le fait aussi d'optimiser notre digestion,
en s'assurant qu'on a de l'acide chlorhydrique présent dans notre tube digestif, en s'assurant de réduire le stress qui nous empêche de produire notre acide chlorhydrique, en se minéralisant correctement et en donnant les bons minéraux comme le magnésium, ça aide à excréter les métaux lourds. Donc, il y a toutes sortes de pratiques intéressantes pour supporter la détox des métaux lourds et la bonne minéralisation de notre corps. Mais comme je vous dis, je vous invite à venir au masterclass du 2 et 9 mars au matin. Si vous n'êtes pas disponible, vous allez avoir accès aux documents, aux enregistrements pour apprendre comment tester, comment vous départir, comment vous alimenter, vous supplémenter pour supprimer ou en tout cas réduire la quantité de métaux lourds dans votre organisme. Évidemment, c'est un masterclass sur le système digestif. Il sera question des métaux lourds, mais pas uniquement de ça. C'est important de comprendre l'ensemble du système pour procéder de manière efficace. Et tout de suite après, on va revenir avec la détox. Alors, vous allez avoir en main tout ce qu'il faut pour optimiser votre santé. Ce que je visais surtout ce soir, c'est de vous faire prendre conscience que les métaux lourds sont un problème beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit parce qu'on n'en parle pas et qu'on ne teste pas dans le milieu médical conventionnel. Mais pourtant, moi, en pratique naturopathique, je rencontre régulièrement des intoxications à différents métaux lourds qui sont passés complètement sous le radar, qui datent parfois de nombreuses années. Et lorsqu'on réduit l'exposition à ces métaux et qu'on favorise leur expression, évidemment, il y a un impact important au niveau de la santé. Alors, ça conclut le Santé sans censure de ce soir. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite aussi à partager. Vous savez que je fais l'objet d'une censure très agressive de la part de Big Tech qui, de concert avec Big Pharma et les gouvernements, n'apprécient pas que des gens comme moi vous disent la vérité, vous aident à vous autonomiser avec votre santé parce que ça a un impact sur les mesures qu'on veut nous imposer, ça a un impact sur les ventes de Big Pharma et comme je vous le dis toujours, tout est géré par une seule chose, follow the money. Alors, évidemment, on tente de supprimer mon information, mais lorsque vous la partagez, vous déjouez les algorithmes parce que vous ne faites pas l'objet de la même censure. Et dès que j'ai une trentaine de personnes qui partagent mes lives, je vois les nombres devenir exponentiels. Alors, soyez des agents de contagion du changement. On dit en anglais sharing is caring. Donc, partager, c'est prendre soin, c'est apprécier les gens. Donc, aidez-moi dans ma mission de répandre la santé, d'informer les gens pour que vous puissiez être de plus en plus autonome, souverain avec votre santé et que vous puissiez poser des choix éclairés. Merci d'être là. Merci de faire partie de ma mission de vie aussi. Mouah, à la prochaine.